Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Signes extérieurs, un livre très fin dans tous les sens du terme, de Pierre Bergogneau. Un livre publié chez Fata Morgana avec des dessins de Philippe Cognier. Voici à quoi ressemblent ces dessins, semble-t-il à l'encre de Chine de Philippe Cognier, des rues et des moyens de transport. Ici, un camion. Et puis, le texte de Pierre Bergogneau. Pierre Bergogneau écrit des romans, mais il n'écrit pas que des romans. Et ce livre-là n'est évidemment par sa taille pas un roman. Et il est difficile de dire ce que c'est. Un témoignage qui tient de l'autobiographie, peut-être. Une réflexion sur la lecture et sur les lecteurs aussi. Un livre de fiction, peut-être. À ma mère. Je vais lire le début, où il commence par cette dédicace à sa mère, donc dans l'intime, dans l'originel. Une chose est sûre, à mes yeux, d'emblée, c'est que rien ne l'est. Ce qui complique tout, c'est que cette certitude négative n'est guère partagée. Je n'ai pas l'âge de former, d'énoncer des jugements rigoureux, et quand j'en serais capable, ils resteraient sans effet. Les adultes ne trouvent pas à redire à ce qui se donne pour la réalité, et celle-ci peut continuer à exercer ses maléfiques derrière l'idée acceptable qu'on s'en fait. Si nos pensées reflètent, fût-ce en le déformant, le cours des événements, il se passe quelque chose qui échappe à nos devanciers et ne nous permet pas, à nous qui arrivons, d'obtempérer. C'est l'intrusion du dehors dans un univers qui tirait l'essentiel de ses particularités de l'avoir ignoré jusqu'à la dernière extrémité. Une voix d'enfant, puisque les adultes sont mis à distance, et cette intrusion du dehors, ces signes extérieurs qui apparaissent. Comment, pourquoi? Lisons un bout de la suite. Les travaux, l'habitat, les vues, l'absence surtout de certaines d'entre elles, les passions, les ambitions, tout se ressent de la clôture à laquelle la terre elle-même a mis la main à l'origine. L'agglomération occupe le fond d'un petit bassin dont le pourtour, en se relevant, borne l'horizon à moins d'1 kilomètre. On en vient du descriptif, aux lieux, qui sont peut-être les lieux esquissés dans les dessins, même si ces dessins, c'est certes une rue, mais c'est aussi et surtout des véhicules, des moyens de transport, des moyens de quitter les lieux et d'y revenir. Rien ne nous appelle de l'autre côté. Les voitures, voilà, un premier moyen de transport, les voitures sont rares encore, les routes mauvaises, on prend le car, parfois un chausson à nez de cochon à la gare routière, plus rarement encore une Micheline qui s'enfonce dans des étroits tortueux, boisés, où je me suis demandé longtemps si elle n'allait pas bientôt s'immobiliser, faute de rails, les poseurs découragés par les obstacles qu'ils rencontraient, le vide et l'absence où ils s'enfonçaient. Lorsqu'à un certain moment je songerais à disparaître, je me réjouirais, tristement, qu'elle menait promptement à pied d'œuvre ceux qui seraient tentés de le faire. Par bonheur ou par malheur, les deux, on peut aussi voyager en pensée. L'appel de l'extérieur, les véhicules, ceux qui sont dessinés d'ailleurs
Ce que j'avais pris pour un camion, c'est sans doute la Micheline, c'est sans doute la locomotive ici. Mais les moyens de transport sont rares, et comment partir d'un lieu qui semble étriqué? L'agglomération occupe le fond d'un petit bassin dont le pourtour, en se relevant, borne l'horizon à moins d'1 kilomètre, c'est tout, y a rien. Par bonheur ou par malheur, les deux, on peut aussi voyager en pensée. Outre les cars brinque-ballants qui déhalent à heure fixe pour les bourgs avoisinants, avec leur cargaison de colis, de cages à poules et de paquets arrimés sur la marquise, les autorails bicolores, crème et rouge cerise à cabines décentrées, qui vont s'enfoncer dans le taillis de châtaigniers, il y a les livres. Comme rien ne m'a paru plus nécessaire, plus salutaire que lire, du jour où l'on m'eut appris l'alphabet, je n'ai pas vu, lorsque j'ai commencé, que c'était une occupation assez peu répandue, hasardeuse et très irrégulière. C'est, à y songer de loin, après que je me suis avisé que j'étais à 8 ans, à 12 et à 16, le seul usager de cet âge à la bibliothèque municipale. Elle est formellement ouverte à tous, gratuite jusqu'à la majorité, et avec ou malgré ça, on n'y voit que des hommes d'âge mûr, ni femmes, ni enfants. La plupart des gens peuvent passer la journée, quand ils en disposent, sans ouvrir un livre. Certains intérieurs en sont complètement dépourvus, et beaucoup n'en contiennent guère plus d'20. Ce n'est pas seulement leur prix. L'abonnement à la bibliothèque est très modique. C'est plus insidieux, plus grave. Ils ne nous concernent pas. Ils émanent, sans exception, du dehors, dont les hauteurs, l'absence de rapports sérieux, de liaisons commodes, de voitures particulières nous séparent et y renvoient exclusivement. Or, par l'effet d'un verdict aussi obscur qu'inique, il est pourvu de ressources, parés de prestiges qui nous ont été refusés, au nombre desquels le reflet explicite, éclairant, que la vie peut trouver entre les plats de couverture des ouvrages imprimés et dont nous sommes privés. C'est ainsi, et on ne s'est pas soucié jusqu'alors de remédier à pareille carence, parce qu'on ne la percevait pas. La version courante, orale, approximative, évanescente de l'existence a suffi. Dans le cas contraire, quelqu'un aurait attrapé un crayon et entrepris d'en relever, sur le papier, les contours, d'en fixer la teneur, donc les lacunes et les empêchements que certains, dont j'étais, ressentaient. Voilà le point de départ. La présence des livres, mais l'inintérêt des gens pour ceux-ci. Quand on est un grand lecteur, on ressent ceci. Et Pierre Bergogneau le ressent visiblement dès l'enfance. Cette absence de livres comme un vide à combler. Il y a même parfois un livre qui manque. Du début à la fin, j'ai cherché sans le dire, en aveugle, ce petit livre. J'ai supposé qu'un compatriote, mort ou vif, l'avait rédigé, qu'il se trouvait quelque part sur une travée à portée de main, puisque c'est de nous, par extraordinaire, qu'il était question, à nous qu'il s'adressait. Mais peut-être, par inadvertance, à 2 ou 3 mètres du sol, et ce n'est pas sans appréhension qu'on gravissait les échelons de l'escabeau de bois compliqué, frêle, bancal, qui y menait. J'aurais dû comprendre que mes recherches étaient vaines. Si la notice explicative avait été écrite, imprimée, j'en aurais entendu parler. Je l'aurais vu chez l'un ou chez l'autre, parmi les quelques livres qu'on trouvait parfois, pas toujours, dans les maisons. Son absence explique une partie, la moitié, mettons, des soucis et des peines de ces années. L'autre tient aux choses. L'absence
du livre, du petit livre, peut-être de ce livre-là, parce que si le livre n'existe pas, que faire? Ben, le faire, peut-être. Il y a peut-être ici la vocation d'écrivain de Pierre Bergogneau. Et puis il y a les choses. L'autre tient aux choses. C'est que, quand même, j'aurais été exactement fixé à leurs propos, leur nature ne s'en serait pas trouvée modifiée. Elles auraient continué à me nuire, puisqu'elles procédaient de l'heure et du lieu, c'est-à-dire du passé, et que tout soudain changeait. Le monde extérieur, l'âge ultérieur, c'était pareil alors, venait de nous atteindre. C'est pourquoi la société des adultes, qui sont étymologiquement des êtres finis, me pesait. J'ai souhaité très tôt en être exempté. C'est ce qui, bien sûr, ne se peut pas, et ils auront activement contribué, avec l'absence du texte adéquat et les choses désuètes, à me gâter la vie. Voilà comment commence ce petit livre qui part en quête du livre perdu, qui part en quête de l'enfance, qui évoque des apparitions aussi. 2 apparitions immatérielles, toutes sonores me restent. Des décennies durant, je les ai crues irrévocables. C'est quand je n'y songeais plus ou croyais ne plus le faire, qu'elles se sont à nouveau manifestées, l'une et l'autre, et que j'ai compris qu'elles m'accompagnaient depuis toujours. Rien ne se perd ni ne meurt, sauf, pour ce qui nous concerne, à partir à sa recherche et à le retrouver, envers et contre tout. La première est si ancienne que je suis incapable de situer l'endroit. Soit c'est à la maison, et alors c'est après dîner, dans le salon salle à manger. Mon père a mis la radio, comme il fait assez souvent, pour écouter de l'opérette ou de l'opéra, qui le délassera de l'ennui de sa comptabilité. J'ai oublié ce que je peux bien fabriquer dans mon coin. Je suis là, et non pas dans ma chambre, à l'étage supérieur, sans quoi je n'aurais pas été arraché à moi-même, à la mélancolique traîne du jour enfui, à l'anticipation pareillement dépourvue d'agrément du lendemain. Là, on est vraiment dans l'ambiance de la scène de la Madeleine de Proust, les tristes lendemains qui, tout d'un coup, sont changés par quelque chose ici, un élément sonore de la radio du père sans doute. Je feuillette peut-être un tome du Grand Larousse avec ses planches en couleurs représentant des oiseaux, des insectes, des reptiles ou des tableaux célèbres de la taille d'un timbre-poste, sépia, ou encore les Feuillets bleus, un périodique littéraire de l'entre-deux-guerres, relié par année et qui me parle peu. Il ne suscite pas, comme certains livres que je lis et relis, des univers exotiques ou énergiques, préférables tous à la quiétude morne, étriquée de l'ici. C'est l'inverse. Les agissements, les lieux qu'évoquent les feuillets bleus sont comme contaminés par l'endroit où je lis, ce qui fait que j'ai dû décrocher, sombrer sans y songer, dans une rêvasserie dont le charme tient à ce que je suis absenté de la réalité, lavé des affections moroses qui en sont la forme sentie. Mais alors, quel est ce qui va le sortir de cette rêvasserie? Qu'est-ce qui apparaît? Eh bien, il faut attendre que cela vienne. C'est de la musique. Sinon, c'est un peu plus tôt dans la journée,
entre la fin des classes ou le retour à la maison, dans le hall aux cloisons de plâtre cru garni de bancs de bois du conservatoire de musique. Il ouvre au fond, à gauche, sur un corridor qui mène aux salles de piano et de solfège. Là, on est tout d'un coup dans un autre lieu, parce qu'il ne se souvient plus, puisque l'apparition est sonore, exactement de l'endroit. Est-ce que c'est chez lui, la radio du père, ou est-ce que c'est au conservatoire? Les cordes sont logées à droite dans une partie que je connais mal et qui comporte tout au bout une salle d'audition très vaste, où un piano à queue se mire dans un parquet de pin verni doré, le jour de l'examen, en juin. Un nouveau directeur a été nommé. Son fils, qui n'a pas atteint la trentaine, est déjà un pianiste renommé. Il se produit en concert. Si ce n'est pas vers 9 heures du soir à la maison, ce doit être vers 5 heures de l'après-midi, dans la salle d'attente où confluent, par les couloirs en chicane, les sons qu'on tire de part et d'autre des combles. Des violons cuinent comme des rats, les pianos bégayent, trébuchent, tandis que certains jours s'élève le brame d'auroch ou de zébu d'une contrebasse. Que cet été à la maison, par le canal des ondes, ou au conservatoire sous la main de Philippe Entremont, le résultat est le même. Tout change d'un coup. C'est vraiment la Madeleine de Proust, là, tout à coup. Mais on ne sait toujours pas ce que c'est, on est toujours dans l'attente. L'irritation causée par la cacophonie des corridors opposés, la tristesse du soir le cède instantanément à une allégresse inconnue. Un espace indéfini, vibrant, a supplanté le hall nu au banc de sapin, le mobilier en chêne et ronces de noyer du salon, salle à manger, balayé les vestiges du jour sans joie qui s'achève, l'ombre anticipée de celui, pareil, qui va lui succéder. Quelqu'un d'autre en moi, dont je ne savais rien, s'est éveillé au magique appel qui lui parvient par les chemins de l'éther ou de derrière la porte de la salle d'audition. Je me découvre possesseur d'une joie sans bornes, porté à des hauteurs où je n'avais jamais atteint, purgé de la médiocrité, guéri du prosaïsme auquel je me croyais condamné, meilleur, plus grand, apte à des entreprises dont je ne sais rien, sinon que leur accomplissement s'accompagnera du parfait bonheur que j'éprouve à entendre, mais il me semble les voir cavalcader les notes du piano. Elles ne diffèrent pas formellement de celles que nous apprenons à déchiffrer, à transférer d'une clé dans l'autre. Je les identifie aussi facilement que celles de la dictée musicale qui succède aux exercices de solfège. Elles vont m'accompagner. Je garderai longtemps l'espoir de les revoir. Lorsqu'elles ont croisé de nouveau mon chemin, je les ai instantanément reconnues. Elles m'ont prodigué la même joie pure, les mêmes allègements subits, élargissement du cœur et de l'âme, certitude qu'un ordre transcendant, parfait, rayonne au-delà des jours sans éclat, des pensées imparfaites, des sentiments mêlés auxquels se ramène le plus souvent la réalité. Et là, il y a un dessin. Quelle est cette musique ? Je ne suis pas sûr que Pierre Bergogneau le sache lui-même. Et il y a le même miracle qui se reproduit dans la voiture un peu plus tard et qui est aussi raconté. Il s'agit du concerto symphonique en ré mineur de Henri Litolff. Je ne sais pas du tout ce que c'est et qui est ce Henri Litolff, mais voilà ce qui a changé la vie de Pierre Bergogneau, semble-t-il. Et donc, la musique comme révélation d'une transcendance au-delà de l'étroitesse des lieux, la musique comme voyage sans bouger, comme la lecture. Voilà ce dont il est question dans ce très très beau livre très bien écrit qui touche à l'essentiel en peu de mots. Signes extérieurs de Pierre
Bergouin.